Oui, bonjour à tous. Alors moi je suis là pour vous parler de la lutte qu'on a menée dans mon hosto, donc dans le Nord, à Wattrelos. Non pas pour dire voilà, nous on a fait ça, on est les meilleurs, les plus forts, c'est simplement pour dire que c'est possible. C'est ça le message qu'on passe. Alors je vais vous expliquer un peu la lutte qu'on a menée, ensuite découler sur les problèmes dans les hôpitaux, parce qu'on parle de la loi travail, mais le gouvernement a aussi s'attaque à tous les droits sociaux et s'attaque aussi aux hôpitaux. Alors la seule chose, le bilan de ce gouvernement, c'est qu'il aura tout cassé pour tout donner à l'actionnariat. Alors moi aussi j'ai été victime de... Bon, personne ne m'importe peu, mais moi ils ont été un peu originaux, puis c'était avant, c'était en 2013. Donc à mon avis, ils n'avaient pas encore goûté trop au pouvoir, ils ne savaient pas trop comment, mais si aujourd'hui je pense que je serais dans le même cas que certains autour de la table. Alors nous, mon épouse travaillait aussi dans le même hôpital que moi à l'époque, elle a dû partir, parce qu'ils se sont attaqués à mon épouse. Je voulais la licencier, ils ne pouvaient pas trop me toucher, ils se sont attaqués à mon épouse. Ensuite, moi, avant la lutte qu'on a menée, je n'étais pas à temps plein syndical, j'avais des activités professionnelles, je travaillais, j'étais cadre. Et après cette lutte, j'ai dû arrêter. Pour eux, ils m'ont obligé à passer temps plein syndical. Vraiment con, vraiment, je passe mon temps à les emmerder. Pourquoi? Parce qu'on me cherchait tous les bouts dans la tête pour me faire tomber. Donc ils sont prêts à tout. Parce qu'on a eu le droit aussi à l'époque, j'étais pas barbu. J'avais les longs cheveux, je pense. J'avais eu le droit d'être traité avec deux autres copains, le docteur Krizek et le docteur Prudhomme, de terroristes dans le monde, par monsieur Jean-Marie Le Guen, il y a le même prénom que l'autre, à mon avis ça doit être quelque chose de lié, de terroristes dans le monde. On était des terroristes parce qu'on défendait les services d'urgence. Bien. En 2014, par mon cher député maire et mon directeur, là ça va, on descendait un peu, on était des criminels. Et au mois de juin, je pense, là maintenant on est devenus des saboteurs. Ce qu'on lui a dit, c'est bien, dans 2 ans on sera des héros. Hein. C'est un peu la même chose qu'ils avaient fait pendant l'occupation. Voilà, ceci étant dit, donc nous en 2013, ils ont voulu nous fermer nos urgences. Alors l'histoire de mon hosto, c'est un petit hôpital, l'hôpital de Wattrelos, dans le nord de la France, dans la métropole lilloise. J'explique 2 secondes le contexte pour qu'on comprenne. Une très dense population. Notre versant de population, c'est 600 000 habitants. Et on est coincé entre... Donc Wattrelos, c'est une petite ville, c'est un petit village, comme on aime le dire, c'est 40 000 habitants. Et le rayonnement de la ville, c'est 70 000 habitants. On est coincé entre l'hôpital de Roubaix, qui a lui plus de 3000 salariés, et l'hôpital de Tourcoing qui a 2000 salariés, et nous que 400. Mais on a toujours un service d'urgence, par un des systèmes de convention, parce que ça, l'hôpital, on aime bien les conventions, tout ça, enfin bref. Donc, en 2013, on nous dit, bah ouais, vous, de toute façon, on va vous rayer de la carte. Et ce qu'il faut surtout garder à l'esprit, je parle ici parce que c'est l'hôpital de Tannes, merci. Il faut bien savoir quelque chose, c'est à partir du moment où vous fermez un service d'urgence dans un hôpital, à très court terme, c'est la mort de l'activité sanitaire. C'est quoi l'activité sanitaire? C'est tout ce qui soigne les gens. Et ce qu'on va vous vendre après, c'est qu'il n'y a plus d'urgence, donc il n'y a plus de... Je vais parler comme eux, hein. Il n'y a plus d'offres, il n'y a plus de clients, parce que maintenant ce sont des clients les patients. Ils ont commencé avec la patientèle, c'est mais bien, la patientèle, on a trouvé des nouveaux trucs, ils payent des millions pour trouver ce genre de trucs à la con. Donc vous coupez le flux, vous coupez l'alimentation pour les autres services. Et à très court terme, et qu'est-ce qu'ils sont en train de nous mettre au niveau des GHT, j'y reviendrai après avec la loi santé, je confonds, maintenant on peut parler de la même chose, à terme, même à très court terme, c'est la mort de cet hôpital. Ils vont vous vendre une super maison de retraite et un petit truc folklorique, des soins de rééducation ou des consultations avancées, ça ils aiment bien aussi. Ou, je sais plus, ah oui, nous ils avaient fait aussi, ah oui, mais ils nous avaient vraiment pris pour des cons. Ah oui, mais on va vous fermer vos urgences, mais on va vous mettre un SMUR. Alors, sur le coup, on se dit, putain, c'est bien un SMUR, tout ça, machin, on peut rejouer à l'urgence. Puis après, on revient, député maire, tout ça, tout le monde content, putain, on va avoir un SMUR à Wattrelos. Puis après, on revient dans le local, on dit, putain, ils se sont foutus de notre gueule, c'est quoi un SMUR? Un SMUR, c'est un vestiaire pour garder les gens et un garage pour la voiture.
Eh ouais, mais tout le monde se dit, ah oui, c'est bien, on va avoir un SMUR. Et maintenant, ce qu'ils nous vendent aussi, c'est des pôles d'excellence, des centres d'excellence. Ah ouais, vous vous rendez compte, on va vous niquer la médecine, on va vous enlever vos services de réa, mais on va vous mettre un pôle d'excellence. Vous allez avoir un super service de rééducation. Et puis ils vont vous inventer des filières optimales, des filières minimum, des filières, ça je comprends rien quand on raconte ça. Mais tous les 2 jours, ça change. Hein. Alors nous, comment on a lutté? Alors la première chose, c'est on nous annonce, bon ben voilà, vous allez fermer, hein. Enfin vous n'allez pas vraiment fermer, vous allez fermer à moitié et puis vous allez rester ouvert à moitié. Donc dans un premier temps, on va vous fermer vos urgences la nuit et le week-end. Ah ouais, mais vous inquiétez pas, ça va continuer. Non, là on se fout de notre gueule, si on ferme un service d'urgence, ne serait-ce qu'une minute, c'est plus un service d'urgence, ça devient un dispensaire. Je n'ai rien contre les dispensaires. Hein. Ensuite, nous on avait aussi la démographie médicale et l'activité médicale. Ils veulent nous fermer notre service d'urgence, mais en même temps, en ville, il n'y a quasiment plus de médecins traitants, il n'y a plus aucun spécialiste. Et quand on regarde un peu, les médecins traitants, bah, ils ferment leur cabinet à 19 h et le week-end, ils sont fermés. Donc les gens, ils vont où? Bah, ils meurent. Ouais, tout, ils meurent. Voilà. Après, on nous dit, oui, mais vous faites de la bobologie. Ah ouais, on fait de la bobologie, bah ouais, comme partout. Hein. Tous les services d'urgence, c'est à peu près 20% d'urgence vitale. Les 80 autres pourcents, ce n'est pas de l'urgence. Enfin, si, il y a de l'urgence. On a tous des urgences ressenties. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ces cons-là, enfin, ils ne veulent pas le comprendre, c'est que les gens ils viennent pas aux urgences pour leur plaisir. Les gens, s'ils viennent aux urgences, c'est parce que, c'est l'un des derniers services publics, c'est le dernier service public ouvert 24 heures sur 24, parce que maintenant, même les commissariats, ils les ferment tous, aussi. Ouais. 2, les gens... Beaucoup de gens ne peuvent pas, nous, Waterloo, c'est l'une des villes les plus pauvres de France. Et Roubaix, enfin, on a beaucoup de palmarès, non? Les gens ne peuvent pas forcément avancer des consultations. Moi, une fois, j'ai dû aller chez un médecin de nuit pour mon gamin, j'avais mal, j'ai stressé. Les gens sont obligés d'appeler le SAMU. C'est un peu con. Pour aller chez le médecin, on est obligé d'appeler le SAMU maintenant. Ils nous donnent une adresse, on est reçus comme des chiens dans un ski, et on nous dit on doit avancer 55 €. Bon, nous, ça va, c'est pas ce qui va nous tuer, mais bon, beaucoup de familles ne peuvent pas avancer 55 € comme ça. Ensuite, les urgences, on ne fait pas juste de la médecine ou du soin, on accueille toute la misère sociale. Et souvent, les gens qui franchissent la porte des urgences, derrière, on lance aussi toutes les problématiques sociales, on met en place les accompagnements sociaux, c'est ça un service d'urgence. C'est pas juste... Ou alors on nous sort, ah bah ouais, mais il tousse depuis 2 mois, pendant 2 mois, qu'est-ce qu'il a attendu pour aller voir son médecin? Bah ouais, mais bon, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus rien, donc comment on fait? Et puis derrière, bah oui, aller chez le médecin, c'est pas payer la bouffe, la cantine pour ses gamins, on est là-dedans aussi. Donc, comment on a fait? Coup de bambou, on s'est tout de suite ressaisi, donc on a contacté la presse qui a répondu son coup, ils ont fait ça au mois de juillet, la presse elle n'avait rien à faire. Donc ils sont tous venus à Waterloo, pas tout compris, mais bon bref. En premier lieu, on a adressé un courrier à l'ensemble des Waterloosiens qu'on est allé distribuer nous-mêmes dans les boîtes aux lettres en expliquant aux gens pourquoi il fallait maintenir le service d'urgence. On est passé 3 semaines, 10 000 courriers. Ensuite, on a lancé une pétition. Pétition qu'on n'a pas voulu faire par Internet, puisque c'était du local. On a récolté plus de 22 000 signatures sur la ville de Waterloo et ses alentours. On y a passé 4 mois quand même. Hein. Ensuite, on s'est mis en grève. 5 mois de grève. Ah, je vais vous dire la vérité aussi, 5 mois de grève, 137 jours, exactement. Mais à l'hôpital public, on ne peut pas forcément faire grève, puisqu'on est réquisitionné. Et en plus, vu comment c'est la merde dans les services, quand on est réquisitionné, bien souvent, il y a plus de monde quand on fait des grèves qu'en temps normal. Donc, par contre, ce qu'on a demandé, et c'est ça aussi que nos structures syndicales, parfois, il faut qu'ils réfléchissent aussi, mais je ne sais pas s'ils réfléchissent. Ils sont dans les passifs, c'est ça? D'abord, c'est les passifs. Hein, c'est toi qui l'as dit. Hein. Non, mais j'assume. Nous, on a dit, bah, déjà, si vous êtes réquisitionné, bah, déclarez-vous gréviste. Et chaque journée, enfin le taux le plus bas qu'on a eu sur ces 37 journées, alors bien sûr, il y avait des gens qui faisaient grève aussi. Hein. J'ai fait 80 jours de grève, je crois, à l'époque. Le minimum, ça a été 83% de grévistes. Quand même. Mais c'est aussi un boulot, même si on pense que la personne, elle travaille. Tous les jours, il fallait y aller, etc. C'était compliqué.
Ensuite, on a adressé 19 courriers à Madame la Ministre, Madame Touraine. Vous ne voulez pas nous répondre, on continuait, mais à chaque fois on changeait quand même, on n'envoyait pas toujours le même. Hein. Elle nous a quand même rencontrés 4 fois. Enfin, on a été rencontrés 4 fois au ministère, dont 2 fois avec Madame Touraine, mais elle ne comprenait pas ce qu'on lui racontait. Là aussi, c'est de l'incompétence. Ouais. On a fait plus de 130 courriers aux élus de la métropole pour leur dire, voilà, il va peut-être falloir que vous bougiez aussi un peu votre derrière, parce que si vous nous fermez, ça va avoir des retentissements sur toutes vos communes. Et la première qui nous répond est Martine Aubry. Ah, Martine Aubry, ah ouais, t'es tout content d'un courrier de Martine Aubry. Puis grosso modo, elle nous dit oui, bon, ça ne me concerne pas. On était un peu déçus. Dans ce qu'on a fait, comme on avait la presse qui n'était pas très loin, on expliquait à la presse, on a foutu sa gueule un peu partout dans la presse, et après elle nous a reçus. Et après, il n'y a plus personne qui ne voulait plus nous recevoir, tout le monde voulait nous recevoir, on était des stars. Donc on a rencontré à peu près 80 maires. Il y en a, on n'a pas eu le temps, vu qu'on avait un agenda chargé, après on ne pouvait plus tous les rencontrer. On s'est adressé à tous les députés, à tous les sénateurs. Voilà. Et donc qu'est-ce qui nous a fait gagner? C'est la mobilisation, les pétitions, et je vais arrêter là parce que je vais me perdre après. Et Mickaël, il n'y aura plus de temps, c'est un grand bavard aussi, je ne vais pas lui shooter son temps. Donc on arrive, l'annonce de la fermeture, c'était le 2 juillet, on a fait tout notre tour, on a fait des manifs dans la ville, tout ça, vous n'avez jamais vu ça non plus, hein. On a fait 3 manifs dans la ville aussi. On a donc annonce le 2 juillet, la fermeture devait se faire le 1er octobre. Donc là, nous, on a mis en place notre réseau, puisqu'ici, ils vous disent on doit fermer puisqu'on n'a plus de médecins, c'est ça? J'ai bien compris. Mais s'ils n'ont plus de médecins, c'est que les directeurs ont tellement fait chier que les médecins se sont barrés. Ouais, c'est ça aussi, il faut aller jusqu'au bout de la chose. Donc, on devait fermer nos urgences. On s'est dit, putain, merde, on n'a pas réussi, on a foutu un tel bordel, mais ils veulent nous fermer. Donc, on s'est arrangé avec des copains médecins, parce qu'à la CGT, il y a aussi des médecins. Là, dans mon hosto, j'ai deux médecins syndiqués aussi. Ce sont des gens comme les autres, ils peuvent se syndiquer. Putain, la direction, elle fait la gueule. Donc on s'est arrangé avec des médecins de tout le département, et on s'est dit, ok, mais par contre, ils nous fermaient, mais on avait toujours notre autorisation. Et ça, c'était important. Donc le 1er octobre, bah, on invite tout le monde, on invite des élus de gauche, des vrais, hein. Il n'y en avait pas beaucoup. On a fait tout un truc, un banquet, un buffet, tout ça, puis on a inauguré la non-fermeture des urgences de Wattolo. Puis vous savez, souvent à côté des hôpitaux, comme il y a des grandes maisons de retraite, il y a aussi beaucoup de pompes funèbres. Donc on était allé voir un marbrier, on a demandé s'il voulait bien nous faire une plaque, comme on n'avait pas de thunes, s'il voulait bien nous l'offrir, on nous l'a offert. Et puis on est allé, bah, on a cloué la plaque de l'inauguration, et pendant une semaine, pendant 6 jours, on a continué à faire de l'urgence. Et là on a fait flipper tout le monde, ils se sont dit putain, ils sont tarés eux. Eh ouais, mais après les Allemands ils ont trouvé des médecins. Comment ils ont fait? Un truc aussi où ils ont fait une belle connerie, c'est que Madame Touraine, elle nous répond, puis elle nous dit le directeur de l'ARS, bah, il est chargé il est missionné par mois pour trouver une solution. Ouais, c'est bien, mais comme il nous disait que des conneries, bah, nous on lui a dit qu'on bah, va lui foutre sa gueule dans le journal aussi, puisqu'il parle au nom de la ministre, et qu'il nous disait des conneries. C'était un peu con pour lui. Et où je pense, où ça a réellement débloqué la chose, c'est que nos rencontres avec nos 80 maires, c'est on a réussi à ce que tous les conseils municipaux, quelques actions près, déposent des motions dans les conseils municipaux pour maintenir nos urgences. Et là, ça a changé la donne puisqu'ils étaient obligés d'agir après. Et je pense que c'est ça, mais je vous dis, tout ça, ça a été quand même... Et on l'a pas réussi seul, et moi je suis pas là en tant que Yannick Saubagnac, moi je suis là en tant que porte-parole, parce que je regrette aussi que les copines, qui aiment toutes deux filles, n'aient pas pu venir ce soir, mais vu les délais et la route, les enfants, les problématiques familiales, donc moi je suis juste le porte-parole, et autour de ça, si on a gagné, c'est parce qu'on a eu toute la population derrière nous. Un autre chiffre aussi, c'est 1. Dans toute la ville de Wattolo, et on y est allé directement avec les logos CGT, on ne s'est pas emmerdé à dire machin, comité, etc. On a tout drivé nous-mêmes. Il y a un seul commerçant dans la ville de Wattolo qui a refusé de prendre notre pétition et d'afficher nos affiches. Un seul. Donc on voit vraiment qu'on a réussi à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on a gagné.